Kocho. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience a repris et pour l'audience de cet après-midi ainsi que celle de demain, nous continuerons à entendre le témoin Hong Chong-hu. Cet après-midi, c'est l'accusation qui va lui poser des questions. Avant de donner la parole à l'accusation, j'aimerais demander à l'accusation et aux avocats en chef s'ils pourraient répartir le temps entre eux afin que la session consacrée à ce témoin puisse être terminée entre cet après-midi et la session de demain matin, l'audience de demain matin. Donc veuillez vous consulter et essayer d'utiliser au mieux le temps qui est alloué aux représentants de ces deux parties. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi, Mesdames et Messieurs les juges. Pour clarifier l'emploi du temps, je pense utiliser l'après-midi pour poser des questions à Monsieur le témoin et laisser la place aux parties civiles pour la matinée de demain. Donc je pense pouvoir finir pour 4 heures mon intervention. Je vous remercie. Ce qui nous concerne, la matinée sera tout à fait suffisante pour... on aura même peut-être besoin d'un petit peu moins de temps que la totalité de la matinée demain. Merci. Le président, je vous remercie. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, merci d'être revenu et d'avoir attendu patiemment. Et merci aussi de vous être déplacé depuis Bruxelles pour participer à cette audience et à la manifestation de la vérité. J'aurai cet après-midi d'abord quelques questions de suivi par rapport à ce que vous avez dit mardi, donc hier, à mon collègue. Et par la suite, alors, nous reprendrons le cours de votre récit qui s'était arrêté à D2, où vous aviez travaillé après votre retour au Cambodge en juillet 1976. Je voudrais aussi vous demander de bien vouloir toujours avoir à l'esprit que ce qui nous intéresse, c'est ce que vous saviez à l'époque et non pas ce que vous avez pu apprendre par la suite en étudiant, par exemple, des confessions AS21. Donc, je vous demanderai de vraiment faire un effort de faire cette distinction et de ne parler que ce que vous avez vu et entendu pendant cette période. Alors, première question concernant l'Union des étudiants Khmer. Très rapidement, l'Union des étudiants Khmer avait-elle plutôt une position pro-soviétique ou pro-chinoise à l'époque où vous en étiez membre? Réponse. D'après ce que je sais, depuis la naissance de l'Union des étudiants Khmer en France, celle-ci n'avait pas la même tendance que les syndicats d'étudiants français. L'Union des étudiants Khmer fut fondée avec l'aide des
syndicat d'étudiants français de l'Union soviétique. Donc, je pense que l'on peut dire que l'Union des étudiants khmers penchait plutôt vers l'Union soviétique. Merci. Pendant combien de temps l'Union des étudiants khmers a continué à fonctionner à partir du moment où vous en avez été membre dans les années 70? Réponse. La date exacte de dissolution de l'Union des étudiants khmers n'est plus très claire, je ne m'en souviens plus très bien, mais en tout cas, elle a été dissoute sur instruction de Ieng Sary. Cependant, je pourrais développer un peu plus pour qu'on comprenne mieux. Après que les contradictions d'ordre idéologique entre l'Union soviétique et les révisionnistes au sein du Parti communiste de l'Union soviétique et du Parti communiste de Chine, la situation au sein de l'Union des étudiants khmers en France a connu aussi une étape contradictoire, et ceci en particulier pour les jeunes étudiants récemment arrivés en France à l'époque, qui étaient essentiellement de tendance pro-chinoise et qui avaient acquis ce penchant depuis le Cambodge. Pour autant que je sache, l'Union des étudiants khmers sous la direction d'Abou Chad à cette époque-là au Cambodge suivait la tendance ou était proche, plus étroitement liée à la Chine qu'à l'Union soviétique. Merci. Vous avez également parlé hier du bureau de la mission du FUNK ou du GRUNK à Paris. Et vous avez dit qu'il s'agissait en importance du deuxième bureau du FUNK, qu'il était dirigé par Aung San Suu Kyi et qu'il diffusait le bulletin du FUNK à Paris. Est-ce que personnellement vous receviez ce bulletin d'information du FUNK chez vous ou à défaut, par quel biais vous pouviez consulter ce bulletin? Réponse. Bon, non seulement je lisais le bulletin, mais je participais à la production de celui-ci également, car j'étais membre du FUNK à l'époque, et pas seulement étudiant. Monsieur le Président, je voudrais pouvoir montrer un document à Monsieur le témoin. Il s'agit du document IS 12.3 qui porte aussi la référence E3/113. Il s'agit d'un bulletin intitulé Nouvelles du Cambodge, agence Kampuchéa d'information, diffusé par le Bureau d'information du Front Uni National du Kampuchéa. Et je ne prends qu'un exemple, et cet exemple porte le numéro 693 du 4 avril 1974. Et avec votre permission, je voudrais communiquer aux témoins la version française qui doit être l'original de ce document et le faire apparaître à l'écran également, peut-être dans sa version khmer dans ce cas-là. Le président, je vous en prie, monsieur l'huissier d'audience, veuillez remettre un exemplaire imprimé aux témoins afin qu'ils puissent le consulter.
Monsieur le témoin, je vais vous laisser consulter le document. Ce n'est pas tellement le contenu qui m'intéresse, mais plutôt son apparence. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce type de bulletin était celui que vous consultiez à Paris régulièrement à l'époque où vous étiez sur place? Réponse. Oui, c'est exact. Alors simplement, si vous attardez à la première page, vous voyez le type de contenu en regardant simplement les titres des articles que comporte ce bulletin. Il y a notamment un article, le premier concerne les crimes commis par les traîtres de Phnom Penh à l'encontre des pagodes, des bonzes, des habitants de la ville de Udong. Et vous voyez qu'après, il y a une autre partie du numéro qui est consacrée à un voyage de M. Ieng Sary et de M. Khieu Samphan en Chine. Et une troisième partie est consacrée à la situation militaire du terrain. Est-ce que cela représente le type de contenu que vous étiez habitué à lire dans l'ensemble des publications du FONC à l'époque? Ou bien y a-t-il d'autres rubriques qui manquent ici dans cet exemplaire que vous auriez vu? Réponse. Je peux vous confirmer que ce document est d'un contenu similaire au document que je lisais à l'époque. Vous nous avez dit que le bureau de mission du GRUNC ou du FONC était très actif. Est-ce qu'il diffusait également d'autres types de documents à part ce bulletin, tels que des communiqués du gouvernement ou des déclarations de ministres du gouvernement du GRUNC? Réponse. Lorsque on se porte sur les missions du FONC en Europe, la plus importante de celle-ci relevait de Pékin, parce qu'en fait, le bureau le plus important du FONC était situé à Paris, et pour ce qui était de la diffusion des bulletins d'information et des autres organes de presse, l'information à partir de là pouvait être disséminée dans le monde entier. Et donc c'est devenu le centre principal du FONC à l'étranger, à part celui de Pékin. Dans les bulletins d'information que vous aviez lus à l'époque ou les autres communications du FONC, est-ce qu'il était habituel de retrouver la mention de super traître avant la prise de Phnom Penh? Est-ce que cette notion vous dit quelque chose dans ce que vous aviez lu à l'époque? Réponse. À l'époque, quoique je n'ai pas moi-même aimé utiliser des termes aussi violents, je n'ai jamais réagi à l'égard de son utilisation. Je voudrais maintenant m'attarder encore sur les réunions auxquelles vous auriez assisté lorsque Ieng Sary était de passage à Paris.
avec la communauté des étudiants Khmer sur place. Et je voudrais, Monsieur le Président, lire, pour partir de là, un passage du procès-verbal d'audition de Monsieur le témoin et ensuite lui poser des questions. Il s'agit donc du procès-verbal d'audition D 141/1 ou E3/97. Et en français, c'est la page 4, en anglais également la page 4, en khmer les pages 6 et 7. Et je voudrais pouvoir le projeter à l'écran. Je voudrais demander au témoin s'il souhaite que je lui donne la version française ou la version khmer. Réponse. Pourriez-vous l'afficher en langue khmer? Le Président, je vous en prie, Monsieur l'huissier d'audience, veuillez remettre l'exemplaire de ce document au témoin. Merci, Monsieur le Président. Donc, pages 6 et 7 en langue khmer. Ah, de French? Voilà, je vais lire l'extrait de cette audition. Je cite. Ieng Sary est venu plusieurs fois en délégation à Paris, de passage pour des conférences des pays non alignés par exemple, en tant que ministre des Affaires étrangères. Nous étions informés et, comme tout le monde, je suis allé écouter ce qu'il disait. Le discours était toujours le même, à savoir l'apologie du pays, et que tout allait bien, que la vie était agréable au Cambodge. Et puis 2 phrases plus loin, je cite, « Je sais que Ieng Sary a même parlé devant l'Assemblée générale des Nations unies, où il a présenté son pays comme n'ayant jamais été aussi prospère et heureux depuis 2000 ans. » Fin de citation. Alors, Monsieur le témoin, je voudrais d'abord clarifier un point, parce que vous avez dit que Ieng Sary était venu plusieurs fois à Paris. Mais, personnellement, combien de fois l'avez-vous vu et l'avez-vous écouté lors de ce type de réunion avec les étudiants ou les intellectuels à Paris? Était-ce 1, 2 ou plusieurs fois? Ou plus que 2 fois? Réponse. Oh, je peux dire que c'était plus de 2 ou 3 fois. Est-ce que c'était plutôt davantage après la victoire du 17 avril, lorsqu'il était déjà ministre des Affaires étrangères, ou bien avant? Réponse. Je l'avais rencontré avant la victoire, mais je l'ai rencontré au moins une fois après la victoire. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je l'ai rencontré dans les meetings, dans les réunions. Est-ce qu'après la victoire, alors, lorsque vous l'avez vu au moins une fois à ce moment-là, est-ce qu'il a été accueilli comme une sorte de héros de la Révolution? Réponse. Je me souviens qu'il n'avait pas été accueilli en héros, mais que son statut dépassait de loin
celui de héros. Est-ce il jouissait d'un prestige particulièrement important auprès de la communauté de Paris et des étudiants, des intellectuels à l'époque? Réponse. À ce moment-là, oui. Il avait une grande influence sur les intellectuels et les étudiants de la place, essentiellement parce que bon nombre de ses amis sur place étaient les membres du noyau qui, en fait, fournissaient la formation aux jeunes arrivés comme nous. Hier, vous aviez cité dans son entourage les noms de In Sopip et Suang Sekun. Est-ce que vous avez vu d'autres collaborateurs, enfin d'autres personnes de son entourage l'accompagner spécialement lors de cette visite après le 17 avril? Et je pense particulièrement à Sohong. Est-ce qu'il était là, Sohong? Réponse. Parmi ceux qui accompagnaient Ieng Sary, Sohong m'a fait une grande impression parce que je l'ai rencontré, j'ai même eu une conversation avec lui et c'était lui qui venait de l'intérieur du pays et moi j'avais été éloigné du pays depuis 10 ans et plus, et donc j'ai essayé de parler avec lui pour en savoir plus sur la situation au pays, et donc son nom m'est resté. Lors de ces rencontres, est-ce que pour convaincre l'assistance à rentrer au pays, est-ce que Ieng Sary utilisait des termes de patriotisme, de nationalisme pour convaincre de revenir reconstruire le pays? Ou quels autres termes utilisait-il pour vous convaincre? Réponse. Il parlait essentiellement de nationalisme, de patriotisme, de souveraineté, de dépendance sur soi, et il insistait systématiquement sur le fait que le Cambodge n'était pas un paravent pour le Vietnam, c'est-à-dire que les Cambodgiens qui croyaient et voulaient entendre cela. Est-ce qu'il vous a présenté également les difficultés que rencontrait le pays à l'époque, juste après la libération de Phnom Penh, dans les mois qui suivaient? Est-ce qu'il vous a dit, par exemple, que la situation était difficile? Réponse. Il n'a pas parlé de cela, d'après ce que je me souviens, mais il a donné l'exemple de ceux qui étaient rentrés au pays, notamment Son Sekun, et a indiqué qu'ils étaient heureux d'avoir rejoint la lutte avec le peuple. Et donc, ayant entendu cela, nous étions tous pressés de rentrer au pays et de remplir des tâches comme le faisait Son Sekun.
Est-ce que Ieng Sary ou bien les proches de Ieng Sary qui étaient aux réunions vous ont dit qu'en tant qu'intellectuel de l'étranger, vous auriez à passer par un processus de rééducation en revenant au pays? Réponse. Je me souviens qu'il parlait de la nécessité de se reconstruire. Nous ne savions pas que nous aurions à nous affamer nous-mêmes et de faire des travaux forcés comme ce fut le cas. Nous n'aurions jamais pu imaginer une telle situation. Ou peut-être est-ce que nous n'avons pas fait assez attention à tout cela. L'idée, c'était de se reconstruire pour s'habituer à la manière dont vivait le peuple dans le pays. Est-ce que les appels qui avaient été répétés lors de ces réunions, spécialement celles après le 17 avril 1975, est-ce que ces appels de Ieng Sary à regagner le pays ont été suivis d'effet par la communauté étudiante, la communauté des intellectuels de Paris? Réponse. Cela a eu une grande influence parce que les étudiants cambodgiens à l'époque, certains s'étaient mariés, avaient des épouses occidentales, ils ont dû abandonner leur famille, vendre leur maison pour contribuer à la reconstruction du pays. Et pour le faire avec le peuple cambodgien dans le pays. Est-ce que vous pourriez nous donner des noms d'amis ou de personnes qui participaient à ces réunions et qui ont décidé, à la suite des réunions avec Ieng Sary, de rentrer au pays? Réponse. Je ne me souviens pas de tous les noms, mais je me souviens de Di Jing Lei qui était ingénieur. Monsieur Ieng Sary lui a dit qu'il avait besoin de Di Jing Lei parce qu'il était ingénieur lui-même. Et Monsieur Di Jing Lei était aussi une personne fort connue en France. Il avait sa famille en France. Il a laissé sa femme et ses enfants en France pour rentrer. Et ses enfants en fait, il a laissé toute sa famille derrière lui en France. Lina Singh et Patrimoine étaient aussi deux autres personnes qui ont été contactées pour rentrer. Lina Singh était médecin et lui, il est rentré avec ses enfants. Il a vendu sa maison, il a donné l'argent à l'organisation. Bon nombre d'amis qui vivaient en France à l'époque ont décidé de quitter la France pour rentrer au pays. Malheureusement, toutes ces personnes sont déjà décédées. Merci. Entre le moment de la libération de Phnom Penh et le moment où vous rentrez au Cambodge, est-ce que vous savez à l'époque à peu près combien de Khmers résidant à l'étranger ont regagné le pays pour participer à la reconstruction?
Le président. Témoin, veuillez attendre que le voyant rouge du micro s'allume avant de répondre. Le témoin. D'après mes recherches, et d'après ce que je sais de la situation à l'époque, et aussi d'après les documents que j'ai pu consulter à l'école française, au total, les Cambodgiens rentrés au pays et parmi les 1700 à être rentrés, 200 seulement ont survécu. J'ai pu retrouver le nom de certains de ceux qui ont trouvé la mort après leur retour en Cambodge. Je n'ai retrouvé que certains de ces noms. Merci. Je voudrais simplement revenir à ce que vous aviez dit également hier, lorsque vous aviez affirmé que Ieng Sary, donc avant votre retour, bien entendu, et à peu près au moment de l'Assemblée générale des Nations unies, avait donné une conférence de presse durant laquelle il avait dit que les évacués de Phnom Penh reviendraient en ville. Est-ce que ce type de communiqué ou d'information provenant de Ieng Sary a contribué à vous rassurer quant à la situation qui prévalait au pays? Oui, il nous encourageait à croire que nos compatriotes résistants étaient des intellectuels. Je n'ai jamais cru qu'ils puissent faire quoi que ce soit pour anéantir la nation. Monsieur le Président, je voudrais soumettre un autre document, qui est le document E3/550, qui porte aussi la référence IS 20.4. Il s'agit d'un extrait d'une interview accordée par M. Ieng Sary au journal Newsweek le 8 septembre 1975. Et la page qui nous intéresse est en khmer, la page numéro 2, en anglais la première page et en français la seconde page. Et avec votre autorisation, je voudrais fournir une copie en français de ce document aux témoins et faire projeter en khmer la traduction. La Chambre vous y autorise. Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document auprès du procureur et le remettre aux témoins. Alors voilà ce que Ieng Sary répond à une question de James Pringle du journal Newsweek. La question est la suivante. Phnom Penh est-elle toujours vidée de ses habitants? Réponse, non. Environ 100 000 personnes sont revenues et d'autres reviennent petit à petit. Les écoles, hôpitaux et usines ont peu à peu repris leurs activités. Les gens peuvent retourner à Phnom Penh s'ils le souhaitent ou ils peuvent rester à la campagne. Notre peuple travaille jour et nuit pour reconstruire le pays. Le Cambodge ressemble à un atelier géant. Fin de citation. Par rapport à ce que vous nous aviez dit hier, monsieur le témoin, concernant le fait
que les évacués reviendraient ou étaient en train de revenir en ville. Est-ce que le passage de cette interview correspond en substance à ce que vous aviez entendu Ieng Sary dire à propos du retour des évacués? Il s'agit d'un article que j'ai lu et ma réponse se fonde sur cet article. Merci. Alors, j'en viens à votre départ pour y revenir un tout petit instant. Dans votre livre qui porte la référence D141-1.2, vous avez mentionné aux pages en français 31 et 32, et en khmer, c'est les références 00831090-91. Vous avez mentionné qu'avant de partir de Paris pour le Cambodge, votre groupe de voyageurs avait signé une déclaration à la presse. Qui avait rédigé cette déclaration? Je n'en sais rien. Ça doit avoir été quelqu'un de proche de Ieng Sary, mais je ne sais pas de qui il s'agissait. Et en quoi consistait cette déclaration faite juste avant de quitter la France? La déclaration consistait à dire que ces gens étaient prêts à rentrer au Cambodge et qu'ils étaient motivés à le faire parce qu'ils ne croyaient pas aux informations véhiculées par les médias contrôlés par les impérialistes. Et à l'époque, que disaient déjà les médias contrôlés par les impérialistes concernant la situation au Cambodge? Est-ce qu'il y avait déjà des accusations qui étaient portées contre le régime? Il y avait certaines allégations d'atrocités commises au Cambodge. Il y avait des articles de presse publiés dans les journaux français et d'autres pays où il était question d'atrocités, de crimes atroces commis par le Cambodge démocratique. Et par la suite, le père François Ponchot a publié un livre intitulé « Cambodge année zéro ». Alors, avant de faire votre valise pour le Cambodge, est-ce que vous avez reçu des conseils sur ce que vous deviez emporter ou ne pas emporter? Le principal conseil a été de nous dire d'emporter seulement un sac
car nous rentrions au Cambodge pour aider à reconstruire le pays. En conséquence de toi, nous ne devions pas emporter grand-chose. Est-ce que directement ou indirectement, Ieng Sary, vous avez demandé de convoyer quelque chose à destination du Cambodge? Indirectement, ceux qui allaient rentrer ont reçu un document de la mission diplomatique du Kampuchea à Paris, mais je ne me souviens pas de la teneur de ce document. Merci. J'en viens très rapidement à K15 pour poser 2 ou 3 questions de plus que celles qu'on vous a déjà posées hier. Vous aviez dit que vous produisiez des légumes à K15, entre autres. Est-ce qu'on vous a dit à qui étaient destinés ces légumes? De manière générale, nous ne recevions pas d'instructions quant à la destination de ces légumes. En général, on nous disait de cultiver des légumes pour pouvoir être autosuffisants. À K15, vous êtes arrivé quelques mois après votre femme et d'autres personnes qui avaient rejoint le Cambodge avant vous. Est-ce que, sur une base continue, d'autres intellectuels continuaient pendant les 3 mois où vous étiez là-bas, je crois, à arriver et à s'installer à K15 également? J'ai dit à des représentants du tribunal que j'étais resté 6 mois et non pas 3 mois à B15 pendant mon séjour là-bas. J'ai vu qu'un grand nombre de Cambodgiens qui vivaient là-bas ont été emmenés à Talei. Je ne sais pas exactement où c'était situé, mais c'était en bordure de Phnom Penh. J'ai aussi constaté qu'il y avait des soldats qui ont emmené certains d'entre nous. Oui, j'ai du mal à m'exprimer, monsieur le témoin. Je voulais savoir si d'autres intellectuels arrivaient encore après vous au Cambodge et donc débarquant de l'aéroport, de l'avion, rejoignaient-ils également K15? Est-ce qu'il y a eu plusieurs vagues d'intellectuels qui ont rejoint cet endroit où vous étiez déjà dans les semaines qui ont suivi votre arrivée? Le président, s'agit-il de K15 ou de K5? Dans l'interprétation en khmer, apparemment, parfois vous parlez de K5 et parfois de K15. Pourriez-vous préciser si vous parlez de K15? Le président continue.
Monsieur le coprocureur, je vous prierai de bien vouloir répéter la dernière question. Dans l'interprétation, en khmer, j'ai entendu K5 parfois et parfois K15. Pourriez-vous donc préciser la dernière question de façon à ce que le témoin puisse y répondre correctement? Merci, Monsieur le Président. Il s'agit bien de K15, donc 1,5. Et donc ma question était de savoir si d'autres vagues d'intellectuels revenant volontairement de l'étranger, que ce soit de France ou d'ailleurs, ont rejoint K15 après que vous y soyez déjà arrivé. Oui, il y a eu d'autres vagues d'arrivée d'intellectuels. Mon beau-frère, Rorsarin, et sa famille, ainsi que d'autres Cambodgiens, sont arrivés à ce bureau. Au niveau de l'organisation de K15 et aussi des autres sites où vous avez été envoyé par la suite, est-ce que les cadres Khmer Rouge utilisaient comme méthode de nommer des détenus ou bien en tout cas des travailleurs parmi vous, parmi les intellectuels, pour diriger les autres? Est-ce qu'ils utilisaient certains intellectuels comme relais pour assurer par exemple la discipline entre vous? À K15, Poum était chef. Il avait plusieurs subordonnés. Et à K15, les Cambodgiens rentrés au pays ont été répartis en plusieurs groupes. Et un chef de groupe était nommé. C'était comme le faisaient les Allemands avec les Juifs. Ils désignaient un chef d'équipe chargé de superviser le travail de l'équipe et de faire rapport au chef. Est-ce que cela a pu amener à des tensions parmi le groupe des intellectuels revenus de l'étranger? Le fait qu'il y ait des personnes désignées comme chefs et peut-être aussi le fait que, si je ne me trompe pas, vous avez dit que vous avez participé à des séances de critique et d'autocritique. Est-ce que tout cela amenait des tensions entre vous? Comme vous pouvez bien l'imaginer, si nous vivions sur place sans avoir accès à de la nourriture et à d'autres biens, sans communication avec l'extérieur, alors même qu'entre nous il y avait un chef d'équipe, alors même qu'il n'y avait pas à manger ni d'eau à boire, vous imaginez ce qui pouvait se passer. Si seul un verre d'eau était distribué, chacun essayait de s'emparer du verre d'eau pour pouvoir étancher sa soif. Même si il s'agissait de gens qui s'appréciaient auparavant, dans ce contexte, des querelles étaient pratiquement inévitables. En outre, les chefs d'équipe devaient essayer de complaire au chef. Donc à K15, l'ambiance était caractérisée par la méfiance. Il s'agissait d'une tactique utilisée par l'Ankar.
Il s'agissait de nous rééduquer, et nous étions aussi encouragés à faire notre autocritique et à nous critiquer mutuellement. Par exemple, au cours d'une réunion, on disait que tel ou tel avait été favorable à l'Union soviétique et que tel ou tel autre avait telle ou telle tendance. Et il y avait donc des querelles latentes dans le groupe et les gens ne se faisaient pas confiance. Merci. Si je me réfère à votre procès-verbal d'audition et à votre livre, après être passé par K15 et D2, vous avez transité par un hôpital et puis vous avez été envoyé à Takmao, si je ne me trompe pas. Est-ce bien correct, monsieur le témoin? Pouvez-vous nous dire... Effectivement. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si les conditions de travail et de vie au site de Takmao étaient similaires ou bien meilleures ou pires qu'à K15 et qu'à D2? Les conditions se sont dégradées, surtout lors de notre transfert à Takmao. Et là, la situation s'est encore détériorée lorsque nous étions à Bang Trabaik. Nous allons rester sur Takmao pour le moment. Est-ce que vous aviez le droit d'être malade sur place? Et que se passait-il si vous tombiez malade, par exemple? À Takmao, nous n'étions pas autorisés à tomber malades. Si nous tombions malades, notre ration alimentaire était réduite. Et quel genre de travail deviez-vous faire à Takmao, en très bref, s'il vous plaît? Il y avait différents types de travail. Il fallait, par exemple, défricher pour pouvoir planter des légumes. Nous cultivions des légumes comme dans d'autres camps aussi. Quand j'étais à Takmao, j'ai vu que les conditions étaient très mauvaises. Certains Cambodgiens sont allés travailler à Angkor Jay et souvent les gens étaient maltraités par les cadres. Les gens nous ont décrit leurs conditions de vie à Angkor Jay. Ils ont parlé de la faim, des mauvais traitements infligés par les cadres. Cela nous a beaucoup contrariés. Et nous avons compris que si nous parlions de l'Ankar, nous serions considérés comme des ennemis. Et donc cela a été pour nous une source d'irritation.
durant cette période-là, est-ce que des cadres Khmer rouges vous ont justement parlé de ce concept d'ennemi? Qu'est-ce que cette notion recouvrait à l'époque pour les Khmer rouges? Qui étaient les ennemis? Les principaux ennemis, c'étaient les ennemis qui se cachaient à l'intérieur de nous-mêmes. Et à Takmao, est-ce que c'était comme à K15 ou à D2? Est-ce qu'on vous considérait toujours comme des gens du funk et non pas comme des révolutionnaires? Effectivement, mais à D2, le directeur de la fabrique était aimable, il n'était pas aussi brutal qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'à Takmao. Pourquoi était-ce mal considéré d'être étiqueté comme appartenant au funk, comme étant des gens du funk? Pardon, est-ce que c'était parce que vous aviez rejoint la Révolution un peu plus tard que d'autres? Le président. Je vous en prie, maître. La défense. Merci, monsieur le président. À nouveau, j'ai fait preuve de patience alors qu'il s'agit de questions orientées. À nouveau, une question est posée, la réponse est donnée et on demande au témoin s'il peut confirmer. Il fait ça sans cesse, encore et toujours. Je ne veux pas contester chaque question posée, car vous êtes des juges professionnels, mais il faut bien fixer une limite. Il peut poser une question, demander au témoin de répondre, plutôt que de donner la réponse à la place du témoin en demandant de confirmer. C'est une question orientée. Si les juges font droit à toutes les objections de l'accusation, ils devraient aussi faire droit à nos objections lorsqu'elles portent sur les mêmes points. Il s'agit d'un nombre incalculable de questions orientées qui ont été posées. Monsieur le Président, je vais couper cette question en deux et revenir à la question initiale. Pourquoi était-il mal considéré d'appartenir à la catégorie des gens du funk? Réponse. Je n'ai pas de réponse à cette question personnellement. Après une conversation avec mon épouse, nous avons réfléchi à la classe à laquelle nous appartenions. Parce que ça me dit que nous ne pouvions pas être des membres de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, parce que on n'avait rien de plus qu'un sac avec nos effets personnels, comme les paysans pauvres et les ouvriers. Alors, quelle était la différence entre nous et ces gens? Et ma femme m'a dit, mais la différence, c'est que nous sommes allés à l'école et qu'eux n'y sont pas allés. Et je crois que ce qu'elle a dit était exact, en fait. Qui dirigeait ou qui supervisait le site de Takmao quand vous y étiez? Réponse.
Son nom révolutionnaire était Diout. Est-ce que vous saviez à l'époque de quel organe ou de quel ministère dépendait le site de Tak Mao? Réponse. Non. Parce que depuis mon arrivée de l'étranger, moi j'étais arrivé en réponse à un appel émis par Ieng Sary, et donc dans mon esprit, je me disais que c'était tout cela relevait de sa supervision, mais il n'y a aucun élément de preuve qui puisse étayer ce que je pensais à l'époque. Merci. Sur place à Tak Mao, est-ce que des gens, des intellectuels qui étaient là sur place ont essayé de fuir le camp? Est-ce que c'est arrivé? Oui. Il y a une personne, Chao Sei-nong, qui venait de France. Et il est arrivé dans le même avion que mon épouse, et arrivé à Tak Mao, je l'ai vu, il était malade et il n'avait pas été autorisé à rester dans sa maison, mais dans celle du chef de camp. Ils l'ont isolé, n'ont permis à personne de le contacter, et un soir ou un jour, les soldats ont fait sonner la cloche qui nous appelait à une réunion, et on dit que Chao Sei-nong avait essayé de s'enfuir de Tak Mao et qu'il avait pris la fuite. Ils ont dit qu'il était un traître. Après cela, on nous a renvoyés à nos tâches et tout s'est calmé. Mais quelques jours plus tard, une rumeur a circulé selon laquelle il avait été arrêté, mais nous ne l'avons jamais revu et tout s'est calmé à nouveau. Cependant, plus tard, j'ai retrouvé son nom à S21. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire combien de temps vous êtes resté approximativement à Tak Mao et où vous a-t-on emmené par la suite? Je disais sans consulter le livre, pouvez-vous répondre à la question? Si vous vous en souvenez. Hein. Réponse. Bon, c'était fin 76. Probablement en octobre-novembre. Oui, ces environs-là, octobre-novembre. J'ai séjourné pendant à peu près un mois, un peu plus d'un mois en fait. Et où avez-vous été emmené par la suite, à la fin de ce mois-là? Réponse. Après cela, notre groupe a été transféré
à Bang Trabai. Nous avons été envoyés à Bang Trabai, mais certains membres du groupe furent envoyés ailleurs. À ce moment-là, je ne savais pas où on les envoyait. Plus tard, j'ai appris qu'ils avaient été emmenés à S21. Merci. On va s'attarder quelques instants sur votre premier passage à Bang Trabek. Est-ce que sur place, vous aviez retrouvé beaucoup d'amis ou d'intellectuels que vous aviez connus auparavant et peut-être même dans d'autres camps, comme K15? Réponse oui. Lorsque nous sommes arrivés à Bang Trabai, c'était aux alentours de novembre de cette année-là, et j'ai appris que K15 avait été fermé et que tous les Cambodgiens de l'étranger avaient été rassemblés et envoyés à Bang Trabeng. Y avait-il beaucoup de monde à Bang Trabek? Réponse. Nous y étions plus nombreux qu'à Takmao, mais si l'on fait la comparaison avec les milliers de personnes arrivées de l'étranger, c'était moins que ce chiffre-là. Et au niveau des gens qui se trouvaient à Bang Trabek, est-ce qu'il s'agissait seulement d'intellectuels ou y avait-il d'autres catégories de personnes? Réponse. Il y avait d'autres catégories. Il y avait quelques cadres Khmer rouges, dont les noms m'échappent. Et puis les autres, c'était des Cambodgiens de l'étranger. Quand vous dites Cambodgiens de l'étranger, est-ce que d'où venaient exactement ces personnes? Est-ce qu'ils avaient différentes origines? Enfin, je veux dire, c'était tous des Cambodgiens, mais venaient-ils de pays différents? Réponse. Oui, ils venaient de pays différents. La majorité, cependant, venait de France. Un petit nombre était rentré d'Union soviétique, mais il n'y en avait que très peu de ceux-là, car la majorité avait disparu. Le président. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je remercie le procureur. Le moment est venu de lever l'audience. Nous allons donc suspendre l'audience jusqu'à 15 heures. Monsieur l'huissier, veuillez s'il vous plaît porter assistance aux témoins pendant la pause, faire en sorte qu'ils soient de retour dans le prétoire à 15 heures.